Bonsoir, bienvenue. Donc pour cette rencontre avec Claire Atherton, qui est monteuse. Un grand merci, encore une fois, Claire, d'avoir accepté cette invitation et d'avoir pris le temps de venir jusqu'à nous pour parler de montage, mais j'ai envie de dire plus d'un rapport au cinéma et au monde. Et puis aussi de nous en dire un peu plus, puisque là nous venons de voir 2 films, donc de ces 4 films, de cette histoire en 4 films, et voilà, de peut-être aller un peu plus loin sur le lien aussi entre ces films. Donc là, on va être sur un format un peu plus court que d'habitude. On a vraiment 1 heure de rencontre, pas beaucoup plus. Donc, comme d'habitude, je vous invite à poser des questions quand vous le souhaitez. Et donc voilà, n'hésitez vraiment pas, n'attendez pas peut-être le dernier moment si vous souhaitez réagir ou demander des précisions, bien entendu. Mais je vais commencer moi, et je vais commencer par quelque chose qui se fait pas forcément. Je vais commencer par une expérience personnelle. En fait, j'ai longtemps pensé que le cinéma, que le montage, c'était de donner corps à un récit. Et j'avais toujours cette idée, cette métaphore en fait avec Frankenstein et la créature de Frankenstein, c'est-à-dire de prendre des morceaux qu'on va coudre ensemble, et puis il y a un éclair, une énergie, et puis on va donner vie donc à une créature qui va nous échapper. Et sauf qu'en fait, la créature de Frankenstein, elle est faite à partir de morceaux de cadavres, donc on va dire de morceaux qui sont morts à la base. Et vous, en fait, vous parlez du son et des images comme d'une matière vivante. Et il me semble que ce que j'ai compris avec vous, c'est que monter, c'est pas donner corps à un récit, mais c'est de lui donner une âme. C'est un peu cette impression que j'ai. Donc j'aimerais, pour commencer, est-ce qu'on peut parler de qu'est-ce que sont ces matériaux vivants et ce supplément d'âme dans ce rapport justement avec ces matériaux, puisqu'il me semble que si on parle de ça, on parle de montage avec vous. C'est très beau en tout cas l'idée de donner une âme plutôt que donner un corps à un récit. C'est quelque chose qui me parle. Après, j'ai envie tout de suite de dire que le corps et l'âme sont liés. Et non, et c'est en donnant corps qu'on trouve une âme. Et c'est en écoutant les battements de cœur des images qu'on arrive à les entendre et à les organiser. Voilà, c'est peut-être une réponse un petit peu énigmatique, mais disons que bon, c'est vrai que pour moi, quand je rencontre pour la première fois des images, dans l'optique de faire un film, il y a quelque chose de très physique qui se passe. C'est-à-dire que je suis en réception avec tout mon corps, je reçois les images et j'essaye de les écouter, de voir ce qu'elles me disent et où elles m'emmènent. Et parfois, elles ne m'emmènent pas. Et parfois, je dois comprendre qu'il faut juste attendre et qu'il y en a d'autres qui vont m'emmener. Mais en tout cas, ce que j'essaye de faire à chaque fois, c'est de ne pas les enfermer dans un sens prédécidé. Mais du coup, comment se fait du coup le travail avec ces images et ces sons, bien sûr, quoi. Très concrètement, en fait, quand j'aborde un montage, il y a un moment où je regarde les images avec le réalisateur. C'est un moment qui est extrêmement fatigant parce qu'il demande justement l'attention de tout le corps. Je suis complètement à l'affût et je prends des notes et j'essaye de suivre là où elle m'emmène.
Et on ne parle pas forcément énormément avec le réalisateur, mais on fait des petits commentaires, on essaye de faire connaissance avec les images, de les laisser exister, de leur donner un corps, en fait, de leur donner un corps avec lequel on peut faire connaissance. Et après, moi, je ne lis jamais les dossiers d'intention des réalisateurs, parce que si je lis un dossier, j'ai l'impression que je regarde les images avec l'idée qu'il faut qu'elles disent ça. Et c'est justement ça que je ne veux pas faire, parce que ce qui est important pour moi en montage, c'est de créer un espace où les résonances et les liens entre les images se font dans un espace qui est en dehors de notre logique. Et c'est en laissant en respectant cette pratique d'intuition et de senti que le film, lui, il reste vivant et qui peut résonner en vous différemment selon les personnes. Ça, c'est vraiment, ça veut dire que c'est vraiment la base. Enfin, je veux dire, c'est que du coup cette idée de vraiment ne pas enfermer et d'être dans une liberté. C'est-à-dire la liberté de ce que proposent les images, mais aussi du coup la liberté de comment le spectateur peut le recevoir. Mais ça veut dire que par exemple, on s'interdit, est-ce qu'on s'interdit des choses. Par exemple, je crois avoir lu vous disiez que le montage, c'est ne pas essayer de réparer ou de rattraper finalement ce qui a été corrigé, je ne sais pas, ce qui a été raté au tournage ou au moment de la prise de vue. Donc, oui, ce que j'ai dit en fait, c'est que on a parfois tendance à penser qu'un film doit tout montrer. Il y a un principe d'exhaustivité qui est de plus en plus fréquent aujourd'hui, et où on pense qu'un film doit expliquer, montrer, guider, donner la main au spectateur. Et du coup, quand on est au montage et qu'on a l'impression qu'il y a peut-être éventuellement une image qui manquerait, on peut avoir le réflexe de se dire « Ah, ben, il faut aller la rechercher, il faut aller filmer parce qu'elle manque et qu'elle va nous aider à arriver à démontrer ce qu'on a à démontrer. » Et moi, c'est vrai que j'ai vraiment je suis un procédé, une trajectoire complètement inverse, c'est-à-dire que si y a une image manque, si elle est absente, je travaille avec cette absence-là et j'essaye de sentir, de comprendre petit à petit au fil du montage pourquoi elle est absente, et peut-être parfois c'est le cœur du film, cette absence-là. C'est-à-dire que c'est pas essayer d'avoir des images qui illustrent un propos, mais c'est écouter les images c'est pour ça que je dis écouter et pas forcément seulement regarder, parce que dans écouter, il y a essayer de comprendre, de recevoir. Ça donne une impression différente quand on dit écouter et regarder, justement parce que regarder une image, ça paraît logique. Écouter une image, c'est comme si on rajoutait un autre élément du corps, l'ouïe, mais on écoute l'image. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement qu'on écoute les sons de l'image, mais c'est que tout le corps écoute. Moi, je sens le moment de visionnement des rushs, c'est des moments où je suis épuisée, vraiment, parce que je suis à l'écoute, et en même temps, il y a toujours quelque chose en moi, une petite voix qui essaye de trouver qui me dit, qui me pousse à essayer de trouver un récit, une structure narrative, quelque chose à quoi m'accrocher pour pas être complètement perdue. Et en même temps, je résiste parce que je sais que l'important, c'est de se perdre, c'est de sauter, c'est d'aller écouter ces images, ensuite de les confronter les unes aux autres, de voir ce qu'elles commencent à raconter, d'en parler aussi avec le réalisateur, mais jamais dans un principe d'enfermement, plutôt toujours dans un principe d'ouverture et de mouvement. Et cette façon de travailler là, qui est une façon très ouverte de concevoir le film et de construire le film, justement, fait que le film reste lui-même aussi vivant. Il est empreint de cette liberté de création-là. Et du coup, si on parlait, pour essayer de parler peut-être plus concrètement, éventuellement par rapport à La vie est ailleurs, qu'on vient de voir, et qui est
un film sur la mort et qui est un film de vie, mais du coup qui est un film aussi avec différents types d'images, différents types de sons. Du coup, justement, comment on compose, parce qu'il y a des qualités différentes, enfin, il y a des supports, et on a l'impression aussi que, justement, qu'il manque des images, mais en fait, elles sont terriblement présentes. Oui, c'est vrai que j'avais pas pensé en fait en le disant tout à l'heure, mais c'est vrai que ce film est construit autour des images qui manquent. Oui, on pourrait dire que les images de la mort de la grand-mère manquent. Et c'est vrai qu'on pourrait avoir le réflexe d'essayer d'en chercher. Et d'ailleurs, la réalisatrice, elle a quand même essayé de trouver les images de l'enterrement de sa grand-mère dans des archives familiales, mais ces images n'étaient absolument pas incarnées. Elles ont fait flop complètement dans le montage. Parce que les images sont vivantes, elles ont des secrets et elles nous parlent. Aussi, si elles sont investies par le regard et par la présence de la personne qui les fait. Ce n'est pas des objets comme ça, c'est pas objectif au sens... l'objectivité, je ne suis pas sûre qu'elle existe, mais disons que ce n'est pas... oui, ce n'est pas des objets, les images. Donc elles ont été faites par quelqu'un et la présence de cette personne les a créées, la présence au présent, enfin, la façon d'être là. Et donc, moi, mon rôle, c'est de les recevoir et de les respecter. Et non pas de les triturer et de les faire correspondre à un récit. Donc, dans le cas de La vie est ailleurs, la réalisatrice, elle avait une espèce d'obsession, enfin de désir de mélanger les images de sa grand-mère qui voulait mourir à des images d'Inde. C'est pour ça qu'avant la projection, je vous ai dit, c'était un film dont il est extrêmement difficile de parler et sur lequel elle a eu beaucoup de mal à mettre des mots, parce que dès qu'elle disait ça, les gens lui demandaient pourquoi et comment ça allait tenir au montage. Et ça, c'était pas possible. La seule façon... la seule structure narrative qu'elle pouvait trouver pour expliciter, c'était une structure narrative extrêmement psychologique qui expliquait la situation de la famille, les rêves, les cauchemars de la Shoah, l'emprise du frère avec les photos. Et ça n'avait aucun intérêt parce que ça restait dans son univers familial, personnel à elle. Et du coup, ça résonnait pas sur bon, je vais dire un mot très très grand, mais sur l'universel. Et nous, on a épuré ça, c'est-à-dire on est rentré dans le vif du sujet directement. Il y a eu cette barque. Bon, je suis désolée, il y a certains qui n'ont pas vu le film, mais il y a la barque qui nous est apparue tout de suite au départ comme une image importante du film, de là où il allait nous guider. On ne savait pas très bien si ça allait être le premier plan ou pas, on ne savait pas trop. Parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit ce matin, dans la rencontre avec les jeunes, moi, très souvent, je suis guidée par le premier plan. C'est-à-dire que il y a ce moment de découverte des images avec le réalisateur ou la réalisatrice, où on ne se parle pas énormément. C'est-à-dire que quand je dis qu'on ne se parle pas, c'est qu'on ne se dit pas ce qu'on va faire et comment on va le faire. Simplement, on peut se dire ce que les images nous font, nous renvoient, si elles nous touchent ou pas, est-ce qu'elles nous paraissent vraies ou pas, est-ce qu'elles atteignent quelque chose de juste, qu'est-ce qu'elles nous font découvrir, est-ce qu'elles nous gênent, est-ce qu'elles sont belles, quelle est leur couleur, des choses comme ça, mais jamais les enfermer, toujours les laisser respirer en fait, respirer. Et après, il arrive un moment où il faut commencer à construire le film. Il ne suffit pas juste d'être en réception des images, mais il faut en faire quelque chose. Alors ça arrive que moi, je commence au cours du visionnement des rushs, je viens un petit peu plus tôt le matin et je fais des petits essais de confrontation des images les unes aux autres, nourris de tout ce qu'elles m'ont apporté, nourris de toutes les conversations que j'ai eues avec la réalisatrice ou le réalisateur. Parfois, je ne le connais pas, parfois, je le connais très bien dans le cas de Chantal. Mais en tout cas, tout ça, tout ce qui se passe par les mots, au-delà des mots, notre façon d'être ensemble a nourri
ces premiers gestes-là. Et ces premiers gestes-là, j'ai besoin de les faire dans une sorte d'inconscience, c'est-à-dire de ne pas exactement savoir ce que je cherche, mais de savoir d'où je pars. D'ailleurs, c'est étonnant parce que même quand je pars comme ça pour une rencontre avec un public, je veux pas exactement savoir où je vais arriver. Donc, je ne prépare pas. Bon, là, j'ai la chance avec Franck qui me pose des questions et qui me guide, mais sinon, parfois, je fais comme ça je parle comme ça sans filet, et je ne peux pas préparer, parce que si j'ai préparé, c'est comme si le propos se cristallise, se ferme, et il ne se passe plus rien. Par contre, j'ai besoin de savoir d'où je pars, et donc j'aime bien venir voir la salle où je vais parler avant de parler. J'aime bien savoir d'où je pars. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui vient aussi du montage, c'est-à-dire que j'ai besoin de savoir où sont les images, enfin, d'où je pars, c'est avec quelles images je pars, sur quoi je m'appuie pour plonger ou pour sauter dans le vide, ou je ne sais pas. Et voilà, juste ce saut dans le vide que je fais parfois au cours du montage, mais que je fais aussi parfois à la fin. Parfois, je le garde secret jusqu'à ce qu'on ait fini de visionner les rushs. Parce que je ne veux pas trop le dire, et puis à un moment donné, on le découvre, et ce saut dans le vide que j'ai fait seul, un peu inconsciemment, complètement guidé par mon intuition, sans m'auto-censurer, parce que c'est vrai que vraiment, il y a la censure la pire, à mon avis, c'est l'autocensure, c'est-à-dire c'est de devoir répondre à soi-même sur le pourquoi on fait les choses. Donc ça n'existe pas, puisque je sais qu'on va revisiter ça ensemble avec le réalisateur, et que c'est là que tout à coup, il va y avoir la révélation de si c'est juste ou pas juste. Le mot juste est très fréquent dans mon travail. Enfin, c'est un mot que j'emploie souvent. C'est juste, c'est pas juste. Je voulais poser une question. J'aimerais bien que vous nous parliez de ce parti pris, aussi de ce choix et du plaisir ou des problèmes à travailler sur les images des autres. C'est-à-dire que quand on travaille comme vous, on travaille à partir d'images que d'autres personnes ont faites, et donc pas sur les images qu'on produit nous-mêmes. Donc j'aimerais bien que vous parliez de ça un peu. Ben, en fait, je crois que j'aime beaucoup écouter. Ça revient encore, parce que je parlais d'écouter les images. Mais c'est vrai que je me suis jamais sentie attirée par le fait de faire moi-même des films ou moi-même des images. J'ai toujours senti que le rapport aux images, il passait aussi par le rapport à l'autre. Que dans les images aussi se révèle l'autre, mais l'autre au sens large, c'est-à-dire pas seulement la personne qui est à côté de moi, mais l'autre. C'est d'ailleurs pour ça que dans les montages que je fais, j'essaye toujours que le regard du film, enfin que le film regarde le spectateur au même niveau, qu'il ne le regarde pas en le surplombant, en le dominant, mais que le film n'en sait pas plus que nous. Il nous entraîne. Et donc c'est la place de l'autre. Je pense que pour moi c'est lié à ça. Après, dans ma trajectoire personnelle, en fait, je me suis aperçue en 2010, quand j'ai été invitée la première fois au FID Marseille comme jury, on m'a demandé comment je suis arrivée à faire ce que je faisais. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir à mon parcours. Et tout à coup, j'ai eu un regard sur ma trajectoire personnelle, et je me suis rendu compte de comment je suis arrivée à aimer le montage de la façon dont je l'aimais. Et en fait, c'est par mon goût pour la philosophie chinoise, l'écriture chinoise. L'écriture chinoise est basée sur l'association d'images qui crée du sens, et qui crée non pas un seul sens, mais plusieurs sens qui jaillissent, sur l'importance accordée au vide, où là, dans cet espace de vide, les liens se tissent entre les choses, et les sens émanent. Et toutes ces choses-là ont nourri ma trajectoire. Et
et ce que je voulais vous dire pour ne pas perdre complètement mon fil, c'est que je ne savais pas au moment où j'ai été intéressée et passionnée par le taoïsme, par la langue chinoise, par la poésie chinoise, que ça allait m'amener au montage. Et je ne me suis pas intéressée par ça dans le but de... C'était pas pour construire une carrière, c'était une envie, un désir, une curiosité. Un peu comme Chantal Akerman, quand elle dit qu'elle a fait le film d'Est, elle dit que elle a été attirée par l'Europe de l'Est et elle avait envie de filmer tant qu'il était encore temps. Elle ne voulait pas faire un film qui démontre que ou qui dit que. Elle était attirée. Moi, j'ai été attirée par la philosophie chinoise. Et en fait, c'est ces attirances-là, si on les écoute, si on les respecte, elles ont du sens, en fait. Et c'est pour ça que j'en reviens au corps et à l'âme du début. C'est pour ça que j'ai tout de suite dit corps et âme sont liés. C'est en écoutant le concret et l'organicité qu'on arrive à dégager un sens qui est là, en fait, si ça se trouve, depuis le début, mais qui est peut-être pas palpable. Et du coup, c'est ça ce que je dirais peut-être l'âme du film. L'âme du film, c'est peut-être cet endroit où justement, peut-être ça a un rapport avec ce vide des taoïstes, où c'est l'endroit où les énergies vitales se retrouvent, les liens se tissent, les sens jaillissent, les choses résonnent entre elles. Et c'est l'endroit aussi où le rythme se crée, en fait. Tout le travail du montage, c'est un travail du rythme, mais c'est pas comme souvent on a tendance à le penser. On va d'abord chercher, décider de la structure du film et ensuite travailler le rythme. C'est en travaillant le rythme que les sens arrivent, que les liens se font, que les chocs se font, que la tension se crée et que du coup la narration sort. Moi, je ne fais pas du tout de différence. Ah, il y avait une question qui est partie. Ah bon. Je ne fais pas du tout de différence, si vous voulez, d'opposition entre un film narratif et un film contemplatif. Des fois, j'entends ça et je suis pas d'accord avec ça parce que dans contemplation, il y a regard, il y a écoute. Et du coup, il y a perception et du coup, il y a narration. C'est pas... En fait, je crois que c'est une confusion. C'est pas film narratif et film contemplatif. C'est des films qui vous expliquent comment penser et des films qui vous invitent à penser. Et c'est ça... quand je parlais hier, je ne sais pas si vous étiez à la séance de l'autre côté, mais quand je parlais de la responsabilité... pour moi, de l'autre côté, c'est un film qui est important justement parce qu'il nous met en face de notre responsabilité, parce qu'il nous met au travail. Et voilà, c'est ça les films que j'aime, si on veut parler de ce qui, moi, me motive, qui me fascine, enfin qui me met en mouvement en fait. On m'a souvent demandé si le cinéma de Chantal Akerman était politique, et pour moi il est politique justement parce qu'il nous met en mouvement. Il n'est pas politique parce qu'il traite du racisme aux États-Unis, de la frontière entre le Mexique et les États-Unis encore, ni de la chute du mur, ni il est politique parce qu'il nous met en mouvement. Donc La Captive peut être aussi politique que de l'autre côté, parce que La Captive, qui est une fiction, parle de l'enfermement de l'autre, de qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que ça veut dire d'aimer sans essayer de posséder. Enfin, et du coup, au sens large, ça nous met en question sur notre rapport à la vie, au monde. Voilà, donc c'est de respecter la matière vivante des images et des sons pour qu'elle continue à vivre et qu'elle continue à irriguer. Vous irriguez tous, à chacun à votre manière. Et d'ailleurs, je pense que nous, on est là aujourd'hui en 2018, en 2068, si le film de Chantal existe encore, ou celui d'Elsa Kinett, les gens le comprendront encore différemment, parce qu'il sera passé d'autres choses. Et c'est ça, pour moi, la définition d'une œuvre forte et d'une œuvre classique, c'est une œuvre qui est vécue et visitée, découverte et comment dire, incarnée différemment par les différentes personnes et aussi dans les différentes périodes de l'histoire.
J'avais une question à te poser par rapport au rythme. Tu en as parlé du rythme. Alors, en fait, c'est la première fois que j'ai regardé La vie est ailleurs, le monde est ailleurs. Et j'étais curieux de savoir en fait comment tu percevais l'ellipse et comment tu choisissais que le montage se termine. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que des fois, c'est comme quand tu prends un train, tu regardes un paysage et puis tu descends, tu changes de train. Et comment est-ce que ce rythme-là, tu choisis dans l'enchaînement des séquences de l'arrêter et puis de l'enchaîner. Et à quel moment, comme à la fin, on s'attend à voir son enterrement et on ne le voit pas. Mais quand est-ce qu'on choisit vraiment en soi que c'est fini un film, que le montage est terminé? Mais c'est vrai que ça me fait penser que j'ai pas vraiment répondu à la question de Franck sur comment est-ce qu'on a vraiment travaillé les matières de La vie est ailleurs. C'est peut-être aussi parce que je suis un petit peu gênée qu'il y ait quand même pas mal de gens qui l'aient pas vu. Mais bon, c'est des questions extrêmement compliquées. Hein. Chantal, quand on lui demandait comment ça se passait au montage, je sais que c'est pas elle qui a fait La vie est ailleurs, mais elle disait toujours on sent, c'est tout, ça s'explique pas, on n'a pas de méthode. Voilà, juste on fait, on essaye, on sent, on parle, on continue, on regarde, on prend de la distance, on revient. Enfin là c'est moi, c'est plus Chantal, mais je veux dire c'est... alors comment est-ce qu'on décide qu'un film est fini? En fait, il y a quelque chose qui s'impose à un moment donné parce qu'il commence à exister complètement par lui-même et il commence à nous parler comme s'il n'avait plus besoin de nous. Et que, par contre, il commence à nous délivrer ses secrets. Moi, j'ai regardé La vie est ailleurs avec vous tout à l'heure et encore aujourd'hui, j'ai vu des choses que je n'avais pas saisies même au moment du montage et des liens qui continuent à se faire et ça, c'est magnifique. Parce qu'on sent, enfin moi du coup je sens qu'il existe, il est là. Alors il n'a pas été énormément vu. Merci encore de cette belle occasion de le montrer. Mais il n'a pas été énormément vu, mais il existe, il vit et voilà, c'est pas un film qui va être périmé, disons. Alors comment on sait qu'il est fini? C'est justement au moment où il commence à nous parler différemment. Il n'a plus besoin de nos soins, c'est-à-dire qu'on l'aide un petit peu, qu'on raccourcisse à un moment, qu'on rajoute quelque chose, mais tout à coup il commence à nous parler. Alors comment on décide l'ellipse, etc. C'est pas, en tout cas, c'est jamais en se posant ces questions de ellipse et en les nommant comme ça. C'est plutôt en travaillant l'attention, comme on travaillerait. Je donnais ce matin un exemple l'image plutôt d'un élastique qu'on tend plus ou moins. Et que si on le tend beaucoup, et ben du coup, on sent qu'on va le lâcher, il va y avoir un choc. Mais les plans, parfois, c'est ça aussi. On les tire, jusqu'à ce qu'on ait vraiment tellement comme ça que le plan suivant, il va faire une chute comme ça. Mais ça se passe au niveau de la durée, ça se passe avec le son, ça se passe avec les couleurs, ça se passe avec les lignes, ça se passe avec plein de choses. C'est pour ça que j'insiste sur ce rapport organique et physique de l'image. On l'accepte sans aucun problème avec et même on en jouit, j'allais dire, avec la peinture qu'on regarde comme ça et dont notre corps se délecte et on ne se demande pas tout de suite qu'est-ce qu'elle veut dire cette peinture, mais on la prend d'abord avec le corps et ensuite elle nous reste le soir, on se dit tiens j'ai vu cette peinture aujourd'hui, mais voilà. Et le cinéma, c'est pareil, c'est aussi comme la musique qui peut nous toucher et ensuite nous faire aller à tel endroit. Et moi, j'essaye de travailler le cinéma de la même façon. Et moi, le cinéma que j'aime, bon, c'est Tarkovsky, par exemple, c'est complètement ça. Et c'est pour donner des pistes de cinéma que j'aime. Et je ne sais pas comment expliquer exactement les décisions. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que j'aime le mot décision. Enfin, je veux dire, je l'aime bien en tant que tel, mais je ne suis pas sûre qu'il soit juste par rapport à ce que je fais. J'ai l'impression que c'est plus des choix. Et quand on fait un choix, ça veut dire on choisit ça et on ne choisit pas ça. Et du coup, le choix nous donne une direction. C'est comme si on faisait on faisait un geste et du coup, il faut continuer ce geste. Et une fois qu'il y a comme c'est comme une saillie, voilà, c'est ça que je voulais dire un petit peu quand je dis un geste, c'est comme s'il y avait une saillie. Et après, on peut entendre si cette saillie est juste, et après la comprendre. Tandis que si c'est une décision, ça passe d'abord
par le conscient, la logique, le pourquoi, la réfutation, etc. Mais ça se passe extrêmement vite dans la tête. Hein. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte de ça, mais parfois, quand on a une décision à prendre, des fois, en 4 secondes, même pas. On a l'impression qu'on a perdu sa carte bleue, par exemple, mais en une fraction de seconde, on a décidé comment on allait faire, et voilà. Et moi, j'essaye de travailler au montage, à la limite, avant que ça puisse se mettre en route. C'est pour ça que pour moi, par exemple, pour parler concrètement du montage, comment je fais, etc., c'est... alors déjà, j'ai besoin... Enfin, je veux que les 2 moniteurs où il y a tous mes dossiers, comme les chutiers qu'on utilisait quand on travaillait sur Argentique, soient sur le moniteur de tout à fait à gauche, très bien rangés. J'ai besoin qu'ils soient vraiment rangés parfaitement. Je ne supporte pas quand les fenêtres s'ouvrent partout, parce qu'après, on est agressé par l'informatique. Il faut vraiment que ce soit bien rangé. J'aime pas quand les chutiers aussi ont toujours que des chiffres, parce que j'ai l'impression d'être que dans des maths. Donc je nomme les choses, même si ça me prend du temps, parce que les gestes mécaniques aussi libèrent la pensée. C'est comme des fois quand on fait la vaisselle, tout à coup on comprend ce qu'il faut qu'on écrive dans son texte, ou comment il faut qu'on réponde à sa fille, ou je sais pas quoi. Et ben, quand on a les mains occupées, ça libère l'esprit, ça libère... et ça libère le corps d'une certaine façon aussi. Et donc, bon, j'ai besoin qu'il y ait un environnement extrêmement harmonieux. Donc, les chutiers bien rangés. Ensuite, sur l'écran du milieu, j'ai ma timeline. Donc, comme je disais ce matin, tout ça, c'est ma boîte à outils. C'est pas intéressant pour le réalisateur. Je veux pas qu'il regarde. Et un petit peu décalé sur la droite, il y a le moniteur, l'image, donc, avec les 2 haut-parleurs qui entourent le moniteur. Très souvent dans les salles de montage, quand j'arrive, je suis obligée de décabler parce qu'eux, ils mettent un haut-parleur complètement à gauche de la timeline et l'autre complètement à droite du moniteur. Et moi, je ne comprends pas. Si j'ai besoin d'entendre plus, je déplace un moniteur. Si à un moment donné, je fais du montage son. Mais sinon, j'ai besoin l'image et le son partent du même endroit, quoi. Et c'est là que le film se fait. C'est pas sur la timeline. Ça arrive extrêmement souvent que les gens se rendent pas compte. Les jeunes, enfin, je dis les jeunes, je fais pas de l'anti-jeune du tout. Hein, c'est juste que je veux, s'il y a des jeunes dans la salle qui veulent faire du montage, ou des jeunes qui veulent faire de la réalisation, que vous rendiez compte que le film il se fait à l'endroit de l'image et du son et pas à l'endroit de la timeline. Et souvent, vous me pointez la timeline en disant, et si je mettais tel plan là, je dis, je comprends pas pourquoi. Ça me dit rien, moi. Ça, c'est comme si, au lieu de me parler de où mettre l'étagère, bon, c'est peut-être pas très poétique comme comparaison, mais qu'on me demandait qu'est-ce que je voulais comme vis, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas. Donc, ma timeline, elle n'est pas intéressante. Je veux pas la partager. En plus, je veux pas que le réalisateur voit mon geste. Parce que s'il voit mon geste avec notre rapidité de réflexion, là, il va tout de suite se demander ou comprendre ou essayer de comprendre pourquoi je fais tel choix, alors que moi-même, je ne le sais pas. Moi, la pire question qu'on peut me monter, c'est « Mais pourquoi tu as mis tel plan ?» Je dis « Attends, on va voir. Déjà, moi, ce que je veux, c'est libérer et faire confiance à tout ce qui s'est passé entre nous, à tout ce qu'on a découvert ensemble, et après, décider, là pour le coup peut-être, si c'est juste, en recevant, mais pas décider avant. Pas enfermer le film dans une matière pré-pensée, mais au contraire le laisser vivre. Une autre question, tant qu'on y est? Non? Alors moi je vais revenir sur autre chose, peut-être sur enfin qui est en fait dans la continuité, hein, mais peut-être déjà de tout ce que tu disais, tout ce que vous disiez. J'ai envie de parler du rapport au réel, qui est, me semble-t-il, une question de poésie et non pas de réalisme dans votre façon de travailler et d'essayer de toucher le réel, ou en tout cas une ou des vérités. Est-ce qu'il y a de ça? C'est-à-dire que le rapport au réel qui est plus un rapport au monde. Oui, absolument. Ouais. Vaste question, le rapport au réel. Hein. C'est dès qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est le réel, on a le tournis. J'ai noté une phrase que vous disiez, le réel, c'est ce qui est au-delà de l'apparence, ce qui vient à nous par l'amour ou par la mort,
quand nous ne pouvons plus échapper, quand nous ne pouvons plus nous protéger. Vous êtes toujours d'accord avec cette définition ? Oui, oui, bien sûr. Oui, je suis d'accord. Ben je pense que c'est parce que je pense que le réel n'est pas maîtrisable. Parce qu'à partir du moment où on essaye de maîtriser, on quitte le réel. Et on est dans un processus de se rassurer soi-même. Alors qu'en fait, de se rassurer, comment on dit, artificiellement. Et non pas de se mettre dans un état où on accepte l'obscur, le mystère, l'incompréhensible de la vie et du coup peut-être aussi de la mort, parce que la vie n'existe pas sans la mort. Je pense d'ailleurs que quelque part le montage est lié, enfin le montage il y a un rapport assez fort en fait à la mort dans le montage. Non pas que ça soit morbide du tout, mais il y a quelque chose qui s'arrête et qui fait que une tension, un récit est possible. S'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de mouvement. Si on imagine une seconde que la mort n'existe pas, plus rien n'existe. La vie n'existe que par la mort. Et la comparaison avec le montage, elle est complexe, elle est même un peu dans un endroit un petit peu brumeux de mon cerveau. C'est la première fois que je la tente devant des gens, mais je sens qu'il y a quelque chose qui est lié, qui donne corps à... Le montage est l'endroit qui donne corps au récit, justement. Et peut-être par le fait qu'il y a une finitude. Et c'est cet endroit-là de la finitude. Et donc, pour revenir au réel, c'est vrai que je pense qu'on est plus aux prises avec le réel si on essaye de ne pas le maîtriser, de ne pas le cadrer, de ne pas l'encadrer, de ne pas le définir. Du coup, désolée, du coup je me contredis, mais au contraire de le recevoir. Et si on y arrive, peut-être que l'apaisement peut venir de lui-même. Mais en même temps, je pense qu'on est tous conscients que la vie est pleine enfin, qu'il y a une souffrance inhérente dans la vie, même s'il y a des joies aussi. Et donc, c'est pas en essayant de tasser les souffrances qu'on est plus en rapport avec le réel, au contraire. Enfin voilà, je ne sais pas si ça vous parle et n'hésitez pas à me contredire ou à me relancer. Je ne pensais pas qu'on allait partir si loin dans... Excusez-moi, mais là, depuis qu'on a commencé à parler, c'est un sentiment très heureux et assez extraordinaire. C'est que je découvre quelque part que, en fait, vous n'êtes pas une menteuse, mais vous êtes une auteure. C'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un, Elsa Quinet, enfin, pour parler du film d'auparavant, qui a un projet, qui a des idées, qui filme et des choses comme ça. Mais j'ai le sentiment aussi, à travers tout ce que vous nous dites, que quelque part vous êtes auteur, enfin au moins co-auteur et largement co-auteur du film que nous avons vu. Et c'est très rare parce que autant on sait tous l'importance, mais incroyable, des monteurs dans l'histoire du cinéma. Enfin, pas de toutes les formes cinématographiques, mais en tout cas des cinémas. Mais là, la façon dont vous exprimez ça aussi, comment dire, enfin, d'une manière aussi incroyablement belle, aussi sincère, j'avais jamais entendu ça. Sincèrement, la beauté et la simplicité de dire quelqu'un a fait des images, elle avait un projet, et moi je suis venu, et moi j'ai pris des images comme ça, et quand vous dites
que le metteur en scène, enfin le cinéaste, il y a des choses que vous ne voulez pas trop discuter avec lui. C'est comme si vous saisissiez d'une matière dans un respect énorme par rapport à la matière et par rapport à la personne qui l'a faite, mais que vous vous inscriviez d'une certaine manière votre personnalité dans cette question-là. Alors, je veux pas, bien sûr, on peut dire que c'est facile avec Elsa Quinet, qui est une jeune cinéaste, peut-être avec Chantal Akerman, entre femmes, des choses comme ça. Mais je ne sais pas comment ça se passe globalement dans votre carrière, mais en tout cas, je trouve ça extraordinairement beau. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Après, cette question de l'auteur, elle me perturbe un petit peu, elle me turlupine un peu. Et à la fois, je suis extrêmement sensible à ce que vous dites et je comprends. Et en même temps, je ne pense pas que je sois auteur. Et je pense simplement que ma façon de pratiquer le montage, enfin, comment dire, que je voudrais donner au montage tout ce qu'il mérite. Je voudrais qu'on le respecte et je voudrais que les gens qui ont envie qu'il y ait des gens qui ont envie de le pratiquer de cette façon. Et je pense que plus il y a des gens qui le pratiqueront de cette façon, et plus on pourra être étonné par des films. Et plus on rencontrera des films qui sortiront des sentiers battus. Parce que je pense que la puissance créatrice je pense qu'on a beaucoup de gens ont des puissances créatrices étonnantes et je pense qu'il y en a quand même souvent qui sont bridés par soit les impératifs de production au cours desquels ils doivent vraiment expliquer exactement ce qu'ils veulent faire avec leur projet, ce qui coupe un petit peu les ailes, soit par le fait de ne pas rencontrer de monteurs qui les soutiennent, mais peut-être des monteurs qui peut-être enferment un petit peu trop le projet parce qu'eux-mêmes ont peur. Donc je crois qu'il faut... Je crois vraiment que le conseil que je donnerais, si j'avais un conseil à donner à des jeunes monteurs, au-delà du fait de ralentir, qui est un conseil important, mais que je pense que vous avez déjà compris, c'est-à-dire de ne pas essayer de fermer trop vite, mais au contraire de faire confiance au temps et de faire confiance au fait que les choses vont venir à nous. Mais après, le deuxième conseil, c'est d'arrêter d'avoir peur. D'arrêter d'avoir peur de ne pas être compréhensible, d'arrêter d'avoir peur de pas tout montrer. Et je pense que déjà les réalisateurs ont un gros poids sur eux parce que on est dans un moment de l'histoire où l'image est très présente et où on est dans une espèce de course à la monstration, comme s'il fallait tout montrer, tout documenter. Dès qu'on va voir la moindre chose, il y a 58 000 appareils photo qui prennent tout en photo. Enfin, et du coup, il y a ce truc qui nous fatigue là, de devoir toujours tout montrer, d'être une espèce d'exhaustivité, de principe d'exhaustivité qui nous embrouille l'esprit et qui nous... Et du coup, c'est très difficile d'être en rapport avec ce qu'on est véritablement. Et je pense que dans le duo réalisateur-monteur, le monteur peut vraiment aider le réalisateur à trouver ce qu'il y a au départ même de l'envie de faire un film. Faire un film, c'est extrêmement dur. Trouver des financements pour faire un film, c'est terriblement difficile. Donc si c'est pour le brider, ouais. Ou même le brader, hein, tant qu'à faire, c'est pas la peine. Donc du coup, voilà, mais bon, en même temps, je comprends ce que vous dites. Il y a quelque chose qui se révèle dans le processus, et du coup, on a l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'auteur. Mais moi, je travaille avec une matière qui existe déjà. Dans le cas de La vie est ailleurs, il y avait déjà les images de la grand-mère, il y avait déjà les images bien sûr de l'Inde, et il y avait ces lettres de Drancy que Elsa m'a posées sur le bureau et que j'ai trouvées un matin. Elle m'en a quasiment rien dit, en fait. Et la raison pour laquelle, d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est ma voix.
c'est que qui les lit, c'est qu'en fait, la seule façon que j'ai eue de les appréhender, moi j'ai été quand même saisie par ces lettres, et de les voir, et j'ai dit, écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais les lire et on va les enregistrer tout de suite. Comme ça, on aura une matière, parce que moi j'ai toujours besoin de matière, un papier, c'est pas une matière filmique. Donc, je les ai lus et elle m'a enregistré. Et comme ça, on s'est dit, mais il y en avait plus que ça. Hein. Et comme je ne suis pas du tout comédienne, en fait, je les ai lus en les découvrant. C'est-à-dire c'est une vraie découverte, les lettres. Et en fait, on n'a jamais réussi, elle n'a jamais réussi à les redire de cette façon-là. Il y avait que c'est pour ça que c'est moi qui les lis, en fait. C'est pas un choix. D'ailleurs, personne. Enfin, là, il se trouve que vous l'avez remarqué parce que comme vous m'avez entendu parler juste avant, mais sinon les gens le remarquent même pas. Mais donc c'est au cours du montage que se sont révélés tous ces liens. Mais en même temps, c'est Elsa qui a posé les lettres sur la table. Donc la matière, elle est là. Vous voyez ce que je veux dire? Comment? Pardon, non, si vous voulez parler dans le micro. Bah, si, parce qu'on n'entend pas, et puis parce qu'on enregistre aussi. Non, parce que ce passage du film m'a particulièrement intéressée et touchée, parce que c'est la première fois que je voyais ça. Mais la question, je ne voulais pas la poser parce que ce n'est pas vraiment le montage, je ne sais pas, moi je ne connais rien. C'est comment sont produites les images sur lesquelles vous lisez. Qu'est-ce que c'est? Je me suis demandé ce que c'était, où c'est pris. En fait, ces images-là, mais c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, hein, c'est les berges du Burning Ghat comment ça s'appelle la ville? Merci, absolument. Et donc c'est les Ghats, mais non, je trouve ça intéressant comme question parce que mais oui. Et on dirait une pluie de cendres. Et ces images, j'ai bien compris, enfin. Non, mais en fait, parce que ces lettres-là, qui sont donc des lettres écrites par des femmes de la famille de la réalisatrice qui ont été assassinées à Drancy, et c'est des lettres qui sont lues donc pendant le film. Je dis quand même aux gens qui n'ont pas vu le film. À la fois, on était persuadés assez rapidement qu'elle devait faire partie du film, et en même temps, on ne savait pas du tout comment. Et en même temps, elle refusait toute image. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on essayait de les confronter à une image, il y avait quelque chose je ne sais pas si c'est comme... Je sais pas si c'est le commandement, tu ne feras point d'image, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait quelque chose, ça n'allait pas. C'était grossier, grotesque, tire-larme, ça n'allait pas. Et la seule façon dont on a réussi à les faire exister, c'est de prendre les images de Burning Ghat et de les rendre beaucoup plus abstraites, c'est-à-dire de zoomer dedans et de faire un espèce de petit effet, mais qu'on a fait nous en salle de montage. Il n'a pas été fait après pour enlever un petit peu des couleurs et faire une petite saturation. Mais ça ne fait pas effet, ça fait juste, on ne sait pas trop où on est. Effectivement, il y a cette idée de pluie, il y a aussi ces cendres, mais justement, et c'est étonnant parce que c'est étonnant parce que c'est comme si dans ce plan, il y a plein de matières qui se réunissent, en fait, des matières sonores et les matières aussi de la cendre. Et à la fin, avec la musique aussi, il y a tout à coup l'histoire de l'Europe de l'Est qui arrive et qui prend possession du territoire de l'Inde, en fait. Enfin, pas possession, mais qui habite le territoire de l'Inde. Ça fait d'autres champs avec la lumière des photos prises à Chambon. Des photos qui sont ultra lumineuses, ultra ensoleillées. Et c'est là c'est un très beau film, je trouve. C'est bouleversant. Ça lui fera plaisir. Merci beaucoup. Non, mais qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, c'est moi qui suis émue. Oui, parce que je trouve très intéressant ce que vous dites par rapport aux images du Chambon, parce que je disais tout à l'heure à Franck, là, je trouve que c'est un film qui aussi questionne l'image,
qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est de faire des images et quelle responsabilité on prend, encore la responsabilité, et qu'est-ce qu'on cache et qu'est-ce qu'on dit avec une image. Parce que ces images du Chambon-sur-Lignon, elles montrent le bonheur au moment où on est caché, en fait. Et donc, comment une image triche, et en même temps, comment elle peut être porteur enfin, comment elle peut transmettre une histoire. Et en même temps, il y a la violence aussi dans l'image des photos, dans dans les gestes parfois du frère. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui. Mais comment on travaille l'image, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on a le droit d'en faire. Mais ça, c'est des. Peut-être on va quitter ce. Ah. Oui, en présentant le film d'Elsa Kinette, vous avez dit que vous aviez choisi les 4 films parce que c'était des poèmes. Est-ce que c'est parce que la forme poétique, effectivement, auquel les 2 films atteignent, c'est une forme que vous... disons qu'en fait, j'aurais du mal à définir vraiment ce que c'est un poème. Alors du coup, je suis prise à mon propre piège. Mais je crois que justement, en tout cas pour moi, ce que c'est un poème, c'est une forme d'art qui n'est pas enfermée dans le sens, mais dans l'essence plutôt. C'est-à-dire que c'est l'essence qui joue et qui fabrique des sens. Enfin, les sens sont en mouvement. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui réunit, je crois, les 4 films. Après, je ne me suis pas dit ça comme ça. Pour l'histoire de comment je les ai mis ensemble, mon premier réflexe, ma première envie, mon premier désir, c'était De l'autre côté. Que je trouve qu'il y a un film important à voir, important à questionner aujourd'hui, important à recevoir et à partager, justement par rapport à cette question de la responsabilité, cette question malheureusement actuelle aujourd'hui de la migration, mais qui quelque part le sera toujours d'une façon plus ou moins violente et présente, mais de cette question de qu'est-ce que le rapport à l'autre, comment on l'accepte, comment on en a peur et comment on le diabolise ou pas, et qu'est-ce qui nous renvoie de nous-mêmes. De ce film-là, très vite, je suis allée au film qui va passer demain, à 14h30, qui s'appelle Des spectres hantent l'Europe, et qui est un film que je n'ai pas monté, mais que j'ai redécouvert dans un festival et que j'ai primé. J'étais à ce moment-là seule au jury. C'est un festival qui a cette particularité-là, c'est que le jury est tout seul. Donc j'ai décidé, et j'ai rencontré ce film-là, je l'ai vraiment énormément aimé, je l'ai trouvé d'une force, d'une humilité et d'une poésie aussi très grande. Et donc voilà, j'ai commencé à construire assez rapidement. Bon, il y a évidemment le thème, entre guillemets, de la frontière qui était commun aux 2 films, et donc du rapport à l'autre. Et très vite, avec la frontière, je suis allée vers La vie est ailleurs, parce que La vie est ailleurs va questionner la frontière vie et mort. Et ça s'est fait, mais extrêmement rapidement, les 3 premiers films. Et là, je me suis trouvée avec 3 films, et bon, encore une fois, je veux pas paraître niaise, mais je vous remercie vraiment énormément de cette invitation, parce que j'ai adoré faire ça, choisir 4 films et les mettre ensemble. C'est en plus ce que vous faites, donc c'est gentil d'avoir la générosité de nous permettre de le faire nous. C'est comme si je vous invitais à ma table de montage. Mais du coup, j'ai eu l'impression de faire un peu un montage, en fait. D'ailleurs, j'aurais adoré les voir les 4 l'un à la suite de l'autre. Et puis quand je suis arrivée à ces 3-là, j'ai senti qu'il se passait de plus en plus de choses, et tout à coup, il y a eu l'évidence d'Ordette qui est arrivée comme un espèce de feu d'artifice à la fin, et qui pour moi, d'ailleurs je suis très très intimidée de le présenter tout à l'heure, pour moi c'est vraiment la poésie par excellence. C'est en plus, bon, le rapport au réel est absolument
magnifique, alors que j'ai justement... Et on arrive... Or, Dreyer arrive à nous faire croire à l'irréel grâce à des choses extrêmement réelles et sans aucun artifice. C'est comme s'il y avait quelque chose sur... c'est comme s'il il avait osé aller explorer le réel qui est en nous, dans nos têtes, et pas seulement le réel que la caméra peut capter, qui est juste là en face. Et voilà, bon, je vais pas... Déjà que je suis intimidée de le présenter, je vais pas déjà commencer maintenant, mais voilà. Et ces quatre films-là ont tout à coup créé... Enfin, il y a un chemin qui s'est fait... et en plus, bon, Elsa Kinette adore Ordette. Donc voilà, c'était aussi... ça, c'est... Moi, j'ai une question par rapport au choix, des fois. Est-ce que vous avez des regrets d'avoir fait tel choix de coupe et d'assemblage quand vous regardez un film? Alors ça, c'est une question très intéressante. Non. Non, parce qu'il y a quelque chose... D'abord parce qu'il y a une confiance. Il y a une confiance, si on met tous les éléments de notre côté, c'est-à-dire qu'on crée un espace qui rend l'émergence du film possible, le film vient. S'il a à venir, il vient. Et ça, il faut en être sûr. Il faut en être sûr, aussi sûr que dans Ordette. Ouais. Mais c'est ça, c'est pour ça que j'adore ce film. Il y a quelque chose, s'il y a une confiance, si on a confiance, ça vient. Bon, je ne vais pas aller si loin que le film, mais... Il y a quelque chose, c'est ça aussi que je trouve qui réunit ces quatre films, c'est quelque chose dans la confiance en l'humain, la foi, mais la confiance dans qu'est-ce qu'on a d'humain. Et de l'autre côté, ça pourrait être, on filme même les personnages horribles avec dignité, on met Chopin sur la séquence des Ranchers pour qu'ils ne soient pas diabolisés, pour qu'ils nous ramènent à l'humanité, pour qu'on croie à l'humanité, pour qu'on puisse lutter. Dans les spectres, ces gens-là ne sont pas des ombres, ils ne sont pas, ils sont pas une histoire exemplaire, mais ils ont chacun leur histoire forte, et à la fin, il y a quelque chose avec leur visage en noir et blanc qui arrive avec les mots de Niki qui révèlent encore autre chose. En tout cas, il y a toujours cette confiance dans l'humain que j'ai l'impression qu'on a besoin d'aller rechercher en ce moment. Et bon, dans la vie est ailleurs, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la confiance dans la mort, parce que justement, c'est peut-être au moment où on commence à avoir confiance en la mort qu'elle est peut-être moins... qu'on arrive à vivre et que la mort est moins empêcheuse, que la mort est moins empêcheuse de vivre, parce que le début pour moi, il est tout ce labyrinthe, etc. Il est quelque chose qui nous, un espèce de cauchemar qui nous empêche de vivre, et avec des images de mort qui sont finalement des faux morts. Et quand on arrive à accepter la vraie mort, du coup, on peut vivre. Donc, je suis partie un petit peu loin. J'étais dans la confiance et oui, la question. Non, mais si. Donc non, j'ai pas de regret parce que justement il y a cette confiance-là dans le film à venir. S'il doit venir, il vient. D'ailleurs, j'aime pas les montages qui durent. Je fais jamais des montages qui durent des mois et des mois et des mois, parce qu'il y a un moment où les choses s'usent, où on est là, on a l'impression. Du coup, ça devient, comment on appelle ça, je trouve pas le mot, mais quand on laborieux, voilà. Et on n'est plus en rapport avec la matière, on est en rapport avec une espèce de chimère voilà, qui s'évanouit, on se perd, etc. Donc, si ça doit... Oh, il n'y a pas vraiment de maximum. D'ailleurs, en ce moment, je travaille sur un autre film d'Elsa Kinette, et ce qu'on fait, c'est qu'on fait des séquences de montage. Non, mais je veux dire des séquences dans le temps, des morceaux, enfin des sessions, merci, de montage comme ça de temps en temps, parce qu'il faut que le film ait le temps de mûrir. Mais bon, disons que pour moi, là en ce moment, je suis sur un montage d'un film d'Éric Baudelaire et on a 15 semaines prévues. Pour moi, c'est énorme, mais il y a beaucoup de matière. Et voilà, mais par exemple, de l'autre côté, bon, je me souviens plus très bien, mais ça doit être 8 semaines, quelque chose comme ça. Sud, c'était 6 semaines et on travaillait que l'après-midi. Donc c'est vraiment... comment ?
Je dis c'est rapide. Oui, c'est rapide, mais parce que justement, il n'y a pas tant de fausses routes que ça. Donc, il y a cette confiance-là. Par contre, ce qui peut arriver, et qui est très douloureux, mais qui arrive, il faut bien le dire, pendant un moment, je ne voulais pas me l'avouer, mais je commence à accepter de me l'avouer, c'est qu'il y a des films qui sont décevants. C'est-à-dire qu'il y a des films qui... Non, mais parce que moi, il y a quelque chose d'un rapport presque sacré au travail que je fais au choix qu'on a fait de travailler ensemble. Et je suis vraiment... ouais, il y a quelque chose... Puis moi, je suis sûre que je découvre des choses à chaque histoire de montage. Donc voilà, c'est ça qui m'anime, c'est ça qui me fait vivre, c'est ça qui... Moi, je supporte pas la prédétermination, j'aime quand les choses viennent, quoi, et qu'elles ont la force de venir. C'est aussi ça que j'adore dans Dreyer, c'est que la force de l'image est tellement grande qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. Il est pur à tel point qu'on arrive à être en rapport avec quelque chose auquel on ne devrait pas croire. On ne devrait pas croire et on y croit à ce moment-là, à cet instant-là, dans ce cadre-là, dans ce film-là, mais après, il reste avec nous. Voilà. Donc, bon, je ne sais pas comment je suis revenue à Dreyer, mais il y a effectivement des films qui me déçoivent, c'est-à-dire qu'au moment de la première publique du film, j'aime y assister, et ben, il ne se passe pas quelque chose de si fort que j'aurais imaginé. Ça, c'est douloureux. Voilà. Mais c'est parce que je ne suis pas magicienne. Quand les images ne sont pas nourries par une pensée, une écriture, une obsession, un désir, une attirance, et moins, si elles ne sont pas profondément nourries par ça, et ben ça reste que des captations d'illustrations. Je pense à aucun film en particulier. Hein. Souvent, on me pose la question de l'écriture aussi en montage. Où se situe l'écriture? Quand est-ce que c'est important d'écrire, et est-ce que le montage est une écriture? Moi, j'ai l'impression que c'est important d'écrire. J'ai l'impression que c'est important parce que je vois ça comme un espèce de... comme si on labourait une terre. C'est-à-dire que si on... Alors, il y a des gens qui ont beaucoup de mal à écrire parce qu'ils n'arrivent pas à dépasser le stade de la description de l'intention. Mais si on arrive à ouvrir l'écriture à autre chose et à penser en écrivant, comme on ne peut pas penser en parlant d'ailleurs, comme des fois la fabrication de mots fait penser, d'autres fois la fabrication de mots arrête la pensée. Tout ça est très compliqué, mais en tout cas, si on arrive à avoir accès à cette écriture-là, je pense que c'est comme si on labourait une terre, et que du coup, après, la petite graine qu'on va planter en commençant le montage va pouvoir donner vie à une plante, la graine qu'on va semer. Tandis que si on ne laboure pas, on met la graine sur un sol complètement vide, dur, et elle ne rentre même pas et il ne se passe rien. Donc, ce que j'appelle ce labour, c'est une certaine écriture. Ça peut être des photos prises, ça peut être des obsessions, ça peut être des conversations, mais il faut qu'une image réponde à quelque chose quand même pour qu'elle questionne. Elle ne peut pas être juste... Je dis ça parce que ça m'est arrivé une fois de monter un film que j'ai beaucoup aimé avec une jeune réalisatrice. C'était un film très risqué. Je ne vais pas le décrire pour pas que vous sachiez qui c'est. Parce que le film qu'elle a fait après m'a énormément déçue, parce que c'est comme si elle avait trop fait confiance, alors vous allez penser que je me contredis, mais pas vraiment, à ce qu'on pourra faire au montage. Claire va se débrouiller. Mais s'il n'y a rien, moi je ne me débrouille pas. S'il n'y a pas grand-chose, moi je ne peux pas faire grand-chose non plus. Alors j'essaye, donc il se passe un petit peu. Mais voilà, il y a quelque chose voilà, qui ne prend pas. Donc c'est sûr que de travailler avec des gens qui ont un rapport à l'image si fort que Elsa Kinett et bien sûr Chantal Akerman, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que ouais, c'est comme si elle m'offrait
un territoire à explorer qui est magnifique, même si au cours du visionnement des rushs, je m'épuise, j'ai besoin de dormir des nuits de 10 heures, de manger des céréales le matin, parce que je suis physiquement épuisée, quoi. C'est des périodes vraiment, vraiment, vraiment fatigantes. Mais en même temps, quand tout à coup, on découvre un plan séquence qui nous emmène là, qui nous fait traverser toutes ces émotions. On sent que tout à coup, on a peut-être trouvé le cœur du film au détour comme ça d'un visionnement rush. C'est magnifique. Mais pour avoir cette attention-là, il faut être en forme. C'est comme un espèce de marathon, quoi, en fait. Je m'excuse, Claire, mais en fait, je vois que l'heure est... enfin, il est moins le quart. Donc, je crois que le public a posé toutes les questions qu'il fallait poser et je crois que tu as répondu parfaitement à toutes ces questions. Donc, à moins qu'il y ait une dernière, vraiment une toute dernière. Sinon, en fait, je vais. Oui, je vois. Voilà, allez, une dernière pour la route. Ah, ça me fait plaisir. Surtout que je voyais ce monsieur très attentif depuis un moment, donc je suis ravie qu'il ait une question. Oui, je voulais savoir justement s'il vous arrive entre deux projets d'avoir le besoin de faire un sas de vide. Un quoi ? De passer par un vide complet pour se libérer du projet qui vient de se terminer et entamer un autre à venir avec un autre réalisateur dans peut-être un sujet complètement différent. Et vous est-il arrivé de mener deux projets ensemble de montage ? Alors, ça m'est arrivé de mener deux projets ensemble et c'est très difficile. Et c'était deux films en même temps. Justement, La vie est ailleurs. Je l'ai monté en même temps que La folie Hallmeyer. Je ne sais pas si vous avez vu La folie Hallmeyer, mais pas tout. Hein, mais il y a un moment où ça s'est chevauché et je passais d'un film à l'autre. C'était très dur. Et en même temps, je ne sais pas, ces deux films, ils ont eu un dialogue entre eux en moi. Donc du coup, ça... Mais sinon, en général, ça n'arrive pas. La vie est ailleurs est quand même une histoire très particulière de montage d'un film dans lequel j'ai eu de la réticence à aller au départ parce que le montage avait été commencé avec quelqu'un d'autre, mais en même temps, je sentais que la réalisatrice ne sentait pas... Enfin, que justement, l'autre montage allait plus vers quelque chose de psychologique et que la réalisatrice, il y avait une voix off tout le long qui expliquait et la réalisatrice... Enfin, pas tout le long parce que le film n'était pas monté, mais c'était ce qui était prévu et en même temps j'avais du mal à y aller parce que j'avais pas envie de remplacer quelqu'un et finalement je l'ai fait et il y avait une urgence du coup, donc j'ai accepté de faire ça en même temps que La folie Hallmeyer, ce qui était un peu fou. Mais de toute façon tout le projet est fou et je suis vraiment très très heureuse de l'avoir fait. Après l'idéal serait d'avoir un sas effectivement entre deux films. J'y arrive pas toujours. J'y arrive pas toujours et parfois c'est vrai que c'est très difficile de passer d'un film à l'autre, mais de toute façon chaque début de film est extrêmement difficile. Il paraît qu'à chaque début de film je dis à mes proches ça va être vraiment difficile hein, celui-là. Et ils me disent tous, bon, tu vas pas me la faire ce coup-ci, c'est à chaque fois comme ça, et quand vous commencez à monter, c'est l'euphorie, et c'est génial, et etc. Donc, on ne te croit pas trop. Et je dis, non, mais celui-là, je te jure, il va être dur à trouver. Et voilà. Et du coup, maintenant, j'ai compris que c'était ça, parce que quand même, au bout d'un moment, on se dit que l'expérience, voilà, on apprend de l'expérience. Et donc là, je suis en début de montage, et voilà, je le rééprouve. Et avec un petit sas à Toulouse, voilà. Comme quelle belle façon de terminer. Merci beaucoup, Claire. Merci à vous.